Bonjour, c'est la première vidéo d'une série de 5 sur l'amour. Je vais aujourd'hui poursuivre le sujet de l'amour de la pyramide de Stenberg qui avait déjà été discuté dans une précédente. Et cette fois-ci, je vais observer les 7 dynamiques de ce qui découle de la base de cette pyramide qui est l'intimité, la passion et l'engagement, comme on l'a déjà vu. Il découle 7 dynamiques de cette pyramide-là et je veux mettre la lentille de la pyramide de Maslow, de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan et également discuter de traits de personnalité du Big Five qui peuvent venir influencer ou ressortir davantage dans ces situations, dans certaines situations, si vous vous reconnaissez. Donc, ici, j'expose la pyramide qui est question. On voit en son centre l'amour accompli ici, l'intimité, la passion et l'engagement. Quand les trois sont réunis, on dit que c'est l'amour accompli. Il y a par contre 7 dynamiques de l'amour qui sont possibles sans être l'amour accompli et c'est l'amitié qui inclut l'intimité. Ici, vous voyez ce qui découle. Ou l'amour-amitié qui comprend l'amitié, l'intimité et l'engagement. Il y a l'amour vide, ici, qui comprend uniquement l'engagement, c'est-à-dire qu'elle exclut la passion et l'intimité. Il y a l'amour admiratif, qui est la passion et l'engagement. Et il y a l'amour fou, qui est uniquement la passion. L'amour romantique, qui est la passion et l'intimité, sans inclure l'engagement. Pour faire un tour rapidement, l'amitié, qui comprend l'intimité. L'intimité, c'est la vulnérabilité. C'est quand on se sent près d'une personne, capable de se confier, de se vulnérabiliser et de d'avoir un sentiment de lien affectif. On est dans l'amour-amitié. L'amour-amitié, c'est l'intimité plus l'engagement, sans la passion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est uniquement, en fait, l'intimité qu'on retrouve dans l'amitié plus l'engagement. Donc, c'est une complicité sans l'aspect de la passion. L'amour vide, ici, c'est l'engagement. C'est comme un mariage qui se fait sans complicité et euh, sans relation sexuelle. Mais ça peut être basé sur des valeurs et basé sur des projets, des raisons rationnelles, euh, comme vouloir fonder une famille, avoir des enfants, avoir des projets, mais pas nécessairement avoir développé une relation où l'autre personne se sent en confiance de se livrer, de se vulnérabiliser avec l'autre, ni d'avoir des rapports sexuels en dehors des raisons rationnelles qui mènent au projet pour l'engagement. Donc, l'engagement, c'est une relation sans passion et sans intimité. C'est uniquement pour des raisons rationnelles. L'amour admiratif, c'est passion plus engagement. Donc, à ce moment-là, euh, c'est une relation consommée et engagée, mais sans intimité, c'est-à-dire sans vulnérabilité, sans complicité, sentiment de pouvoir se confier, etc. L'amour fou, c'est la passion uniquement. Là, il n'y a pas d'engagement.
Il n'y a pas d'amitié, c'est uniquement l'amour fou. C'est sexuel, c'est bestial et sexuel. Mais il n'y a pas d'engagement, pas d'amitié et il n'y a pas nécessairement d'intérêt d'aller vers ça. Pour ce qui est de l'amour romantique, qui est la passion et l'intimité, là, c'est souvent les grandes histoires d'amour ou les amours impossibles, les amours à distance, où il y a des ententes sans engagement, mais où périodiquement il peut y avoir des rencontres et la passion, l'intimité à distance ou rapprochée, mais une entente de non-engagement. C'est l'amour romantique. Évidemment, l'amour romantique peut exister avec l'engagement, mais à ce moment-là, ça se retrouve à être l'amour accompli parce que c'est l'intimité, la passion et l'engagement. Ici, comme on voit, l'amour, intimité et engagement, c'est sans la passion. Donc, on voit ici les dynamiques de l'amour de Robert Stenberg. Moi, je voulais venir faire les liens avec d'autres théories et aussi avec le Big Five, les traits de personnalité du Big Five, pour voir si à chacun de ces amours-là, on peut mettre les lentilles et observer les différences et apprendre à observer sous différents angles, en fait, qu'est-ce qui distingue un amour d'un autre à l'égard de ces angles de théorie-là et de personnalité. Aussi, je vais faire le lien par différentes capsules parce que ça peut être long, étant donné que cet amour ici, je veux qu'on prenne le temps de les observer un à un. Et puis, pour l'exercice, c'est agréable de le faire à un rythme intéressant. Donc, à la base, moi ici, je vais revenir dans les autres capsules, mais il y a des ancrages. Ici, j'ai un document dynamique 1, ancrage. Ça, c'est pour permacompassion, c'est mes points de repère. Et ça n'a pas de lien avec Robert Stenberg, puisque moi, j'utilise les différentes théories et les différentes références qui vont venir me servir de lentilles. Donc ici, les dynamiques, c'est plutôt comme des lentilles de permacompassion pour l'exercice de ces vidéos-là, de cette série de vidéos-là en particulier. Chacune de ces dynamiques vont être abordées dans une vidéo différente, qu'on puisse prendre le temps de bien en discuter. Donc, aujourd'hui, je vais faire uniquement la dynamique 1, l'ancrage. À la base, ce que je veux observer, c'est la sécurité et la stabilité, ce qui demande de la chimie et de l'aisance dans l'amour. Ici, si on revient à cette diapo, l'amour-amitié, est-ce que ça prend une stabilité émotionnelle, un sentiment de sécurité, de la chimie et de l'aisance dans l'amour-amitié? Oui, évidemment. Parce que pour se confier, on a besoin de se sentir à l'aise, de s'exposer à l'autre et de s'ouvrir, euh, d'être dans le non-jugement, euh, d'être dans l'empathie réciproque, évidemment. Et puis, à ce moment-là, ça va nous aider au sentiment de sécurité et de la stabilité, d'être à l'aise avec l'autre et de pouvoir potentiellement avoir de la chimie. Parce que c'est sûr que quand on n'est pas à l'aise, la chimie, très, très loin de pouvoir se faire ressentir. Donc, oui, dans l'amour-amitié, on le retrouve dans l'amour-amitié et dans l'amitié, évidemment. Dans l'amour vide, qui est uniquement l'engagement, est-ce qu'on a besoin de ce sentiment corporel
Là, je vais revenir parce que j'ai passé vite, là. J'ai parlé de sécurité, de stabilité, mais la base corporelle, elle est importante en amitié. En amitié, de pouvoir avoir le rapprochement, le contact physique, le regard posé, la profondeur dans le regard, le toucher, la main sur l'autre, une main sur l'épaule. Dans l'amour-amitié, quand on est dans une amitié sincère et profonde, oui, de toute façon, dans l'amitié, euh, la base corporelle de sentiment de sécurité et de stabilité, l'aisance et la chimie, oui, elle est, euh, elle est importante dans l'amour-amitié et dans l'amitié également. Dans l'amour vide, est-ce que c'est important dans l'amour vide d'avoir une base corporelle, un sentiment de sécurité, de stabilité, de la chimie, de l'aisance? Mais là, si on y réfléchit bien, il existe différentes relations. Euh, on n'est pas nécessairement dans les stéréotypes les plus courants, mais l'engagement, ça peut être réellement un engagement pour des raisons rationnelles et à distance. Par exemple, quelqu'un peut être marié dans l'engagement et pour différentes raisons, ils n'habitent pas dans la même maison, ils n'ont pas de contact, ils se voient très rarement, c'est uniquement une question de papier. Donc, la base corporelle, elle a beaucoup moins d'impact là, au niveau sécurité, stabilité. Ça a beaucoup moins d'impact que dans l'amitié, le développement de l'intimité et de l'amitié et l'amitié amour euh, qui comprend l'engagement et l'intimité, parce que l'intimité, c'est justement, c'est ça, c'est la capacité de s'exposer, de se vulnérabiliser, de se toucher, parce qu'à un étranger, on n'accepte pas nécessairement les accolades, par exemple. Donc, on peut penser que, que c'est évident dans l'engagement, mais non, ça pourrait être complètement exclu. Euh, qu'il n'y ait pas de chimie, pas d'aisance, mais qu'il y ait un engagement. Donc, dans l'amour vide, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de passion, il y a uniquement l'engagement. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette pyramide-là. Donc, pour l'ancrage, c'est vraiment, on ne peut pas forcer l'interprétation de la chimie de l'aisance quand il s'agit d'un amour vide. Pour ce qui est de l'amour admiratif, passion et engagement, est-ce que la base corporelle est importante? Évidemment, parce que là, on parle de passion. Passion, c'est l'attraction physique, c'est la sexualité, l'envie de l'autre, l'envie de se fondre et de se fusionner avec l'autre physiquement, corporellement et se sentir en sécurité, c'est vraiment important et avoir une stabilité euh, d'aisance et de chimie euh, pour, euh, pour l'amour admiratif, passion et engagement. Oui, c'est, c'est une nécessité. L'amour fou et la passion. Oups, excusez. L'amour fou, la base corporelle, le sentiment de sécurité, la stabilité, la chimie, l'aisance. L'ancrage dans la base corporelle. L'amour fou, c'est corporel. L'amour fou, ça répond à un besoin physiologique euh, parce que c'est uniquement passionnel. Est-ce qu'il y a de la stabilité là-dedans? C'est de la passion, c'est fou, là. C'est donc,
Fou, c'est quelqu'un qui va uniquement répondre à son corps et sans rationalité et sans intimité. Intimité dans le sens de vulnérabilité, de connaissance de l'autre, etc. Donc, l'amour fou, c'est uniquement la passion et non, on ne peut pas considérer que la base corporelle, l'ancrage dans la sécurité, la stabilité, euh, l'aisance soit nécessairement présente. Donc, l'amour romantique, passion plus intimité. L'intimité, c'est la vulnérabilité, c'est la capacité de s'exposer, de se sentir bien avec l'autre et complice. Donc, oui, à ce moment-là, euh, la base corporelle, elle est présente dans l'intimité et la passion. La passion, oui, et l'intimité. Parce que là, il y a une connaissance de l'autre. D'accord? Donc, la connaissance de l'autre, la vulnérabilité, la confiance qui est dans l'intimité, va venir ici répondre aux besoins de sécurité et de stabilité pour l'aisance. La différence avec uniquement la passion. Si on vient exposer la lentille de la théorie de l'autodétermination, qui est le cadre psychologique qui expose la motivation des humains et dans le développement personnel et qui se base sur les trois besoins fondamentaux en psychologie qui sont la motivation, l'autonomie, la compétence et la relation, la filiation. Ici, j'ai exposé avec cette lentille-là que ça demandait un besoin de repère et de confiance pour l'autonomie, dans la théorie de l'autodétermination. Donc, l'autonomie, si on fait le tour ici rapidement, le sentiment d'avoir besoin de repères et de confiance dans l'amitié, évidemment, oui, parce que le non-jugement, ça permet le sentiment d'autonomie. Euh, Être capable d'accepter l'autre et de comprendre l'autre sans apporter des conseils non appropriés. Euh, Parce qu'on manque de connaissances, on va apporter des conseils non appropriés à des gens, parfois, en retirant l'autonomie. Mais quand on connaît la personne, on sait que la personne elle possède en dedans d'elle ce qu'il faut pour répondre à son besoin. On lui permet de développer son autonomie. C'est un signe d'amitié, de confiance en la capacité de l'autre et le non-jugement. Donc, en, en amour, amitié également. En amour vide, est-ce que l'autonomie, elle est, euh, elle est respectée dans la théorie de l'autodétermination? On voit que l'engagement, la personne, tout dépend en fait, de la dynamique de couple parce que la personne qui est dans un amour vide, mais qui demande à son conjoint ou à sa conjointe d'être fidèle, tout en, là je parle sexuellement parlant, alors que son conjoint a des besoins sexuels. Si la personne est dans une relation d'engagement, mais que ça n'a pas été discuté ni clairement établi que c'était un amour vide et qu'à la base, la personne s'imaginait être dans un amour accompli ou d'aller vers l'amour accompli, mais n'était pas au courant qu'il n'y en était pas question et que ça demeurait uniquement un amour vide, seulement basé sur des raisons rationnelles comme la construction d'un foyer et avoir des enfants, un standing,
des biens communs, des contrats. Bon. Ici, c'est un amour d'engagement basé sur des valeurs ou des biens à acquérir au courant de la vie, mais sans partager la passion et l'intimité, la complicité dans ce qui est les l'amitié, là, ici. D'accord? L'amour-amitié, plus l'amour passionnel. Et l'engagement, c'est ce qui fait l'amour accompli. Donc, la personne qui est dans un amour vide et qui était à la base certaine de s'engager avec une personne qui pensait comme elle, être dans un amour vide, ben, il peut y avoir des problèmes de couple à ce moment-là parce que les gens s'engagent sans à la base avoir communiqué leur vision de leur amour et clarifier qu'on s'en va réellement regarder dans la même direction. Quand on dit un couple regarde dans la même direction, c'est entre autres, est-ce que les deux regardent vers un amour vide ou vers un amour accompli, ou vers un autre type d'amour, par exemple. Donc, ici, on peut se dire que pour revenir à la motivation, est-ce que l'autonomie est respectée dans l'amour vide? Si les deux, à la base, s'engageaient uniquement dans un amour vide, il n'y a pas de problème avec l'autonomie. Si à la base, il y a un des partenaires qui était dans la croyance qu'il s'agissait d'un amour amitié, ici, ou d'un amour admiratif, c'est-à-dire l'engagement plus la passion, ou un amour accompli qui voulait aller vers, où la personne voulait aller vers l'intimité, la passion et l'engagement, mais que la personne, le partenaire, est uniquement dans l'amour vide et ne veut pas autrement que ça. Oui, ça peut avoir à court ou à long terme un, un gros problème de couple. Ça peut faire ressortir des problèmes de couple et des problèmes de compréhension et au niveau de l'empathie. Parce que les partenaires doivent pouvoir se comprendre dans leur amour et aller dans la même direction, parce que c'est ça un couple. Donc, si chaque partenaire se retrouve dans le même type de dynamique, deux personnes qui sont en amour fou, deux personnes qui sont en amour admiratif ou en amour amitié, mais c'est euh, c'est une relation équilibrée. Toute relation qui n'est pas dans la même dynamique peut éventuellement avoir un problème de couple ou une séparation parce que les gens doivent idéalement se retrouver dans la même dynamique. Parfois, ça peut arriver pour une question de maladie, par exemple, que il existe un amour se transforme en amour vide pour une raison de santé ou pour une raison de circonstance ou de distance, peu importe. Là. Il peut y avoir des changements en cours de vie et de l'adaptation à la base quand on est en amour, quand on développe un amour. On tend à aller dans la même direction pour que ça puisse être un amour qui perdure. Donc ici, pour l'autonomie, on avait vu, je revenais à la théorie de l'autodétermination. L'autonomie dans l'amour vide, il n'y a pas de problème si les deux personnes visaient la même chose. Si un des partenaires ou la partenaire, un des deux, euh,
ne voyait pas les choses de la même façon, il va tenter à compenser, probablement, avec sa vision de l'amour. Parce qu'il va y avoir un manque, là. Quand il y a un manque, est-ce que c'est de l'amitié? S'il n'y a pas d'amitié, il ne se sent pas prêt, il n'y a pas de complicité avec la personne, il va tenter peut-être, euh, ou la personne va tenter à aller chercher une amitié à l'extérieur ou une passion à l'extérieur. Et, vous voyez, euh, c'est seulement pour observer pourquoi ou comment un couple peut se former et la dynamique du couple, comment elle peut se transformer, les raisons pourquoi ils peuvent se transformer. Ici, l'autonomie dans l'amour admiratif. Est-ce que dans la passion, l'engagement, un couple qui est en amour admiratif, dans tous les cas, c'est c'est individuel. On regarde les grandes lignes, on caricature présentement, mais l'autonomie, quand un couple regarde dans la même direction de façon admirative, sont passionnés, ont des relations sexuelles, sont engagés, mais ils n'ont pas de vulnérabilité et ils se cachent des choses. Par exemple, ça peut être ça, ils se cachent des choses, ils ne se disent pas toute la vérité, il y a des problèmes qui peuvent ressortir de ça, sont dans le déni ou ils ont des patterns, des non-dits. Et ça peut être un couple qui ont un engagement et des relations sexuelles, mais qui parlent très, très peu, puis qui ne sont pas réellement connectés dans la communication. Est-ce que l'autonomie va être affectée dans la pyramide, pas dans la pyramide, dans la théorie de l'autodétermination? Oui, on peut penser que l'autonomie va être affectée parce que il va manquer d'informations, une mauvaise communication, etc. L'amour fou, ah mais là, c'est complètement impossible que l'autonomie puisse euh, être honorée dans l'amour fou. L'amour est fou. Donc, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de vulnérabilité. Donc, on ne connaît pas la personne et on n'est pas engagé avec la personne, mais la personne a une sexualité avec, là, c'est comme quand on entend des histoires, que ce soit dans des films ou peu importe, là, mais des amours d'ascenseur ou des collègues qui se sont jamais parlé, mais qui ont des relations qui sans engagement et ni amitié. Par exemple, non, l'autonomie, ben en fait, la relation, il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas d'entente sur quoi que ce soit. Donc, ça dépend comment on regarde ça. L'autonomie, il n'y a aucun engagement. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est vrai. C'est l'amour fou est complètement détaché. L'amour romantique, c'est la passion plus l'intimité. Est-ce que l'autonomie, qui, je disais, la confiance, le besoin de repère dans l'autonomie. Ben, je vais revenir, l'amour fou, le besoin de repère et l'acte de confiance pour être autonome dans la relation. C'était pas possible. Ici, il est également là. L'amour romantique. L'amour romantique, l'autonomie. Euh, dans l'amour romantique, c'est comme un amour impossible. Il peut y avoir des amours impossibles dans l'amour romantique, des amours à distance, des amours sans engagement. L'autonomie, évidemment, que la personne, elle est autonome de faire sa vie. Mais dans le cadre de la relation, est-ce qu'elle est autonome de pouvoir être avec la personne puisqu'elle est dans la passion et dans l'intimité? Est-ce qu'elle peut être faire des choix autonomes dans la relation sans engagement? Euh,
c'est en mettant cette lentille-là qu'on se rend compte, en fait, euh, comment on observe l'autonomie, comment on la considère dans notre point de vue de motivation, en lien avec soi ou en lien avec l'autre ou dans le cadre de la relation. C'est vraiment intéressant. Dans l'amour accompli, l'autonomie, le besoin de repère et de confiance est essentiel parce que l'autonomie permet de pouvoir maintenir l'engagement, la passion et l'intimité. Parce que tu as des points de... Tu les as, tes points de repère dans l'amour accompli et tu l'as, ta confiance. Donc, pour ce qui est de le sentiment de compétence dans la théorie de l'autodétermination, en amitié, le sentiment de compétence, quand on se sent empathique, capable de se réguler, dans une amitié où la personne perdrait patience régulièrement, serait suspicieuse, demanderait des comptes, euh, comprendrait pas, elle serait toujours en demande d'explication ou voudrait sans cesse qu'on attende son approbation, des permissions. Est-ce que le sentiment de compétence serait dans l'amitié, dans l'intimité? Non, là, ça serait vraiment problématique. Pareil comme dans l'amour-amitié, parce que il y a l'engagement, mais l'intimité demande autant au niveau du sentiment de compétence, parce que quand on est dans l'engagement, on peut avoir le sentiment de compétence du fait de l'engagement, mais par contre, des fois, il y a des gens qui peuvent choisir leur malheur. Dans l'intimité, quand on a l'amour, amitié, plus l'engagement, à ce moment-là, c'est pas un malheur, c'est un sentiment de compétence dans la pyramide, dans la théorie de l'autodétermination. Ensuite, je vais juste changer ici. Le sentiment de sécurité affective, effectivement. Dans l'amour vide, le sentiment, ça c'est intéressant de voir ça parce que le sentiment d'autonomie peut être brimé justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux autres besoins qui ne sont pas comblés parce qu'il y a uniquement l'engagement et le sentiment de compétence. Ben, tout dépend pourquoi il n'y a pas d'intimité et pourquoi il n'y a pas de passion. Si c'est du rejet par rapport à la passion, le sentiment de compétence, non seulement il n'est pas là, mais ça peut être un problème dans le sentiment de perte de dignité quand on se rejeté ou repoussé ou trop. Tout dépend du comment et du pourquoi ou de la validité d'aller dans un amour vide ensemble. Est-ce que c'était ça l'entente ou pas? Donc, c'est sûr que dans l'autonomie et dans le sentiment de compétence, est-ce qui est affecté? Tout dépend des couples, tout dépend des raisons. Et pour ce qui est de l'affiliation, le sentiment d'affiliation de la théorie de l'autodétermination, l'engagement, est-ce qu'il est libre ou il est forcé? Si c'est un mariage forcé, par exemple, non, le sentiment d'affiliation, il peut être vraiment manquant ou arriver tardivement, mais un amour forcé, ce serait un amour, un couple engagé, sans intimité et sans passion. C'est la, il y aura un problème d'autonomie à ce moment-là. Si c'est un couple forcé, il y aura un problème d'autonomie, il y aura un problème de sentiment de compétence, il y aura un problème de sentiment de relation d'affiliation, d'être affilié, de se sentir affilié réellement par la capacité d'avoir pris ses propres décisions. Si c'est un engagement
euh, qui est autonome, qui est voulu pareillement, sans passion, et que le sentiment de compétence peut être tout à fait lourd, puisque si ensemble les deux personnes euh, pensent uniquement aux raisons rationnelles de construction d'une famille, des enfants, d'arriver à des objectifs de projet, le sentiment de compétence peut être là. Mais là, on discute toutes sortes d'humains. Il y a différents humains, toutes sortes de relations, c'est-à-dire, et c'est vraiment pas limitatif, mais c'est le fun de pouvoir les observer avec ces lentilles-là. Ici, l'amour admiratif, passion et engagement avec la théorie de l'autodétermination, l'autonomie dans l'amour admiratif. Ben, je pense que le sentiment d'autonomie est là parce que c'est l'admiration provient de soi. Donc, on a vraiment le sentiment d'être en relation avec quelqu'un qu'on choisit, puisqu'on l'admire, c'est de façon tout à fait autonome. Le point de repère est notre admiration. Quand on disait ici, ça prend la confiance, le besoin de point de repère dans l'observation d'autonomie de la relation. Quand on est en admiration avec l'autre, on est dans l'autonomie. On fait des choix conscients, admiratifs d'un partenaire. On est dans le sentiment de compétence parce que la passion, c'est un amour consommé par admiration. Donc, on se sent compétent parce qu'on se sent dans l'empathie et capable de réguler, évidemment, puisqu'on est admiratif et on se sent en sécurité et on s'engage. Donc, euh, l'engagement et la passion permettent d'être motivés. Donc, l'amour admiratif a l'air d'avoir des bons liens avec la théorie de l'autodétermination. L'amour fou, non, parce que le sentiment de compétence dans l'amour fou ne peut pas être présent. Déjà, moi, je pense au deuxième, là, parce qu'il y a l'autonomie, la compétence et l'affiliation, mais l'affiliation, l'amour fou, l'affiliation sans connexion, c'est difficile de se sentir affilié sans être dans une communication et une connexion. D'ailleurs, sur mon site, vous pouvez voir les liens sur les, ou sinon je vais les mettre, là, mais sur la chaîne YouTube de Permacompassion, il y a des vidéos sur la communication et la connexion. Donc, l'amour fou, sans communication et sans connexion, je parle de connaissance et de transmission de confiance, de vulnérabilité et de développement, en fait, de l'amour amitié. C'est difficile de pouvoir se sentir compétent dans ça, là. Euh, Affilié, peut-être complice dans cet amour fou-là, si on rencontre une personne qui est aussi dans l'amour fou, mais affilié pour ça, c'est c'est une affiliation sans connaissance. C'est pas très aligné avec la pyramide de Maslow qu'on va observer tout de suite. La pyramide de Maslow, je vais la répéter, là, à la base, c'est les besoins physiologiques. Ensuite, il y a le besoin de sécurité. Ensuite, il y a l'amour qui est au centre de la pyramide. Ensuite, il y a l'estime de soi. Et au plus haut niveau de la pyramide, il y a l'accomplissement et la réalisation, en fait. C'est la réalisation de l'accomplissement au top de la pyramide de Maslow. Et
si on vient faire le tour rapidement avec ce que je viens de nommer, l'amitié, ça demande de la vulnérabilité. L'amitié, au niveau des besoins physiologiques, on en a parlé tout à l'heure, mais en amitié, on est dans une vulnérabilité qui permet le toucher, la main sur la main sur l'épaule, euh, la main dans le dos. C'est des signes selon la culture aussi, là, mais il y a le toucher qui est aussi la transmission des hormones de l'apaisement et puis de la sérotonine, de l'oxytocine, de la dopamine. Donc, dans l'amitié, il y a un besoin physiologique qui peut être comblé et idéalement, évidemment, quand on est en amitié, on n'est pas dans la connaissance. D'ailleurs, il y a des relations de connaissance qui vont permettre quand même, comme professionnel, une infirmière, un médecin, etc., euh, la proximité, mais dans l'amitié, c'est choisi, c'est différent. C'est que à ce moment-là, on choisit réellement une personne à qui on sauve et à qui on permet cette proximité-là. C'est une vulnérabilité exposée. Donc, dans la pyramide de Maslow, l'amitié, le besoin physiologique peut, euh, peut être justement un câlin, une main sur une main sur un épaule. Le deuxième niveau, besoin de sécurité. Oui, en amitié, on a besoin de se sentir en sécurité autant psychologiquement que physiquement. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer beaucoup à ce niveau-là. L'amour. Voilà, le troisième niveau de l'amour. L'amour amitié. Oui, et l'amour amitié, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on n'ira pas vers le, l'accomplissement de l'amour accompli, justement. Vous voyez? Donc, si on fait le lien avec la pyramide de Maslow, euh, il n'y aura pas d'amour pour l'amour amitié. Euh, Pardon, je parlais de l'amitié, l'intimité. J'ai parlé de l'amour amitié tout à l'heure. Je parlais plutôt de l'amour intimité. Je voyais pas bien. Donc, si on revient à l'amour amitié, c'est la même chose parce que l'engagement, évidemment, l'accomplissement, l'amour amitié, l'engagement. Dans la pyramide de Maslow, on peut aller plus loin avec l'amour amitié euh, parce que justement, euh, l'engagement permet d'aller vers l'accomplissement. Parce que l'intimité, le besoin physiologique à la base. Là, on ne parle pas de sexualité, là, c'est pas la passion. Mais dans l'intimité, il y a la communication, la connexion, la vulnérabilité, le toucher affectif, amical. Il est quand même là, dans l'amitié. OK? Donc, si on a des projets communs et qu'on a de l'intimité, on va vers l'accomplissement de nos projets communs si on utilise la pyramide de Maslow comme une lentille, on peut monter jusqu'à l'accomplissement. Parce que la passion peut être un choix de ne pas être un, un besoin. Les deux partenaires peuvent décider de ne pas être dans la passion et de quand même s'accomplir. Pour ce qui est de l'amour vide, de l'engagement uniquement, ben là, à ce moment-là, le besoin physiologique, à la base de la pyramide de Maslow est quand même controversée dans le sens qu'il y a beaucoup de, ben, moi, dans ce que j'ai pu lire et entendre, constater, parce que souvent, c'est une question de l'ordre, de ce que c'est vraiment nécessaire dans cet ordre-là. Et pour avoir travaillé souvent avec la pyramide de Maslow, faut le voir, je crois, euh, plus comme des étages interreliés où la base,
c'est perçu comme une solidité, mais tout à l'heure, on va voir que c'est pas nécessairement le cas comme que la base soit ce qui est de plus solide pour aller vers en fait, c'est quand même très parlant, mais faut voir ça comme étant interrelié, les étages, et c'est pas, c'est vivant, d'accord? Fait qu'il faut voir ça comme une dynamique vivante et que c'est interrelié et que c'est pas rigide. Donc, pour moi, c'est un outil d'observation, la pyramide de Maslow, qui est quand même euh, parlante et pertinente, je crois, mais qui, oui, effectivement, demande de la souplesse dans l'observation. Puis, on va le voir tantôt. Pourquoi? Parce que je vais donner un exemple, justement. Et pour revenir à l'amour vide, à l'engagement, euh, on regardait la pyramide de Maslow et l'amour vide. L'amour, à la base, la pyramide de Maslow, il y a le besoin physiologique. L'amour vide, c'est l'engagement. L'engagement est parfois, étant donné que c'est des besoins rationnels, des fois, il y a quand même des relations sexuelles sans être passionné, sans être dans la passion, mais pour le but de l'objectif rationnel d'avoir des enfants, par exemple, ou parce que ça correspond à des valeurs ou pour d'autres raisons que la passion elle-même, et mais pour atteindre des objectifs. Donc, il y a des gens qui vont être dans un amour vide d'engagement et qui vont quand même avoir des relations sexuelles, même pour avoir des enfants ou pour une question de valeur et de, de pour différentes raisons, sans être dans la passion. À ce moment-là, les gens vont avoir des rapports sexuels pour des raisons rationnelles. Et en dehors de ça, vont cesser. Euh, Est-ce que ça répond à aux besoins physiologiques de la pyramide de Maslow? Oui, mais d'un point de vue différent. Parce que oui, c'est physique, oui, ça répond à un besoin euh, physique, physiologique. Déjà parce que si une femme ressent le besoin d'avoir un enfant, euh, puis que son besoin est comblé, que ce soit dans la passion ou pas, c'est physiologique en partie aussi. Donc, mais sans la passion, ça peut avoir des problèmes à long terme de ne pas, être un amour accompli. Parce que c'est des sujets qui peuvent revenir ou des conséquences qui peuvent être subies pour différentes, selon l'histoire de couple de chacun, mais on essaie d'observer qu'est-ce qui découle de quoi et comme un jardin, je fais souvent le lien avec la permaculture, comme un jardin, on essaie de répondre aux besoins des plants en fonction de la rusticité, etc. Ici, si on fait le parallèle avec la rusticité, justement, les plants, on pourrait se dire que j'ai un plant de tomates, par exemple, qui est un amour amitié et qui, si les deux ont ces besoins-là de forme d'amour, vont vivre dans un sol en particulier, avoir des besoins de soleil d'une certaine façon. Et l'amour fou, c'est autre chose. Donc, si on respecte pas les cycles, les saisons, les besoins de soleil, d'ombre, peu importe, bien évidemment, il va y avoir des conséquences à un moment donné. Donc, c'est comme il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, il y en a qui ont besoin de ne pas en avoir. Par exemple, des oignons. Si on met, si on donne autant d'eau à des oignons qu'à des choux, on va avoir des problèmes. Donc, dans l'amour vide, à la base, il y a un besoin physiologique.
le besoin de sécurité, il est là, oui. Parce que l'engagement, les raisons rationnelles, on est vraiment dans la sécurité. Le troisième pilier de la pyramide de Maslow, qui est l'amour, on peut, déjà là, euh, on va y revenir, mais le troisième niveau de la pyramide de Maslow, c'est l'amour. Mais quand on voit l'amour fou et l'amour vide, qui est seulement l'engagement, est-ce que les gens se sentent dans une relation amoureuse? Parce que c'est une question de lentilles, justement, là. Parce que l'amour et le sentiment d'être dans une relation amoureuse, c'est autre chose, là. Parce que le sentiment d'être en relation amoureuse est souvent relié avec la sexualité, parce que c'est ce qui différencie une amitié, toute autre forme de relation, collègues et autres. On est en couple parce qu'on partage une, une sexualité commune. Quand il n'y en a pas, euh, ça se retrouve à être un amour vide, un amour d'engagement, où il n'y a pas d'engagement, etc. Est-ce qu'on se sent dans une relation amoureuse, dans une relation d'amour vide? Est-ce qu'on se sent dans une relation amoureuse, en amour fou? Quand notre communication, notre connexion, notre intimité, notre vulnérabilité, nos secrets, notre enfance, notre jeunesse, nos rêves ne sont pas exprimés, il n'y a rien d'exprimé, on ne connaît pas l'autre, l'autre ne nous connaît pas, mais c'est l'amour fou, passionnel. Est-ce qu'on se sent réellement connecté dans un amour fou? C'est un exercice de réflexion. Moi, je n'ai pas de réponse là. C'est seulement pour réfléchir ensemble. Donc, j'aime ça, exposer des théories, euh, les confronter une et l'autre, et comme la théorie de la motivation, de l'autodétermination, et on va voir ensuite des traits du Big Five. Pour ce qui est de... Bon, j'étais rendue. J'étais... OK, l'engagement, ça va jusqu'à... OK, dans l'engagement, on peut aller, je disais, jusqu'à la réalisation. Parce qu'on peut se rendre à notre objectif dans l'amour vide jusqu'à nos engagements. L'amour amitié, on peut se rendre jusqu'à notre réalisation également. L'amour admiratif, c'est passion plus engagement. Bien, dès qu'il y a engagement, on peut atteindre l'accomplissement. Oui, parce que c'est le top de la pyramide de Maslow et l'accomplissement, c'est la réalisation, la pleine réalisation d'un projet. Et un projet, c'est quand même plus rationnel, on va dire le projet de soi-même, mais sans, sans la connexion, on peut se rendre à la fin de la relation puisqu'il y a engagement. Là, à savoir si on était dans une situation amoureuse ou heureuse, c'est autre chose. Pour ce qui est de l'amour fou est sans engagement et sans connexion. Donc, à ce moment-là, on répond seulement aux besoins. Là, j'ai fait ça ici là, avec mon curseur, excusez-moi, mais c'est pas la même pyramide. L'amour fou, on répond seulement à la base de la pyramide des besoins de Maslow. Donc, c'est seulement physiologique. Et la sécurité, est-ce que dans l'amour fou, on atteint le niveau sécuritaire de la pyramide de Maslow? Pas nécessairement. Parce que si on est dans l'amour fou, puis on ne se protège pas, puis que la personne avec qui on est en amour fou, et qu'on a des relations, mais que la personne est brutale, ou
comme on dit, l'amour est aveugle, mais qu'on n'est pas en sécurité, mais on atteint peut-être même pas le deuxième palier de la pyramide des besoins de Maslow. Euh, Puis on n'est pas dans l'amour, euh, l'ouverture, la connaissance, la vulnérabilité. Donc, on n'est pas dans le troisième niveau de la pyramide de Maslow et on ne parlera pas de l'estime de soi et de l'accomplissement parce qu'on est très, très loin de là. Donc, l'amour fou, c'est uniquement physiologique et peut comprendre ou pas la sécurité, mais moi, je pense que ça l'exclut automatiquement puisqu'on est dans l'ignorance. On ne connaît pas l'autre personne, d'autres en partant, même si on se protégerait, on croirait se protéger, c'est un amour fou. Et on n'a pas connecté, on n'a pas communiqué, on n'a pas connecté. Donc, comment on peut se sentir en sécurité, comment on peut l'être, on ne l'est pas pour soi-même. Donc, on ne l'est pas envers soi-même. On ne s'est pas sécurisé soi-même. Donc, c'est difficile de pouvoir dire qu'on va aller au deuxième niveau de la pyramide de Maslow. Pour ce qui est de l'amour romantique, c'est passion et intimité. Mais là, à ce moment-là, on peut aller plus haut que dans l'amour fou, puisque dans la passion, oui, c'est les besoins physiologiques. Là, en partant, c'est sûr que c'est la sexualité. Dans la pyramide de Maslow, à la base, c'est les besoins physiologiques. C'est manger, dormir, s'habiller, s'abriter. Et la sexualité en fait partie aussi. C'est tout ce qui est les besoins physiologiques. Boire, manger, faire de l'exercice. Vous voyez? Donc, c'est les besoins de base. La passion, ça fait partie des besoins de base parce que c'est la sexualité. Et la sexualité, c'est un besoin, une hygiène euh, physiologique euh, de base, un besoin. C'est un besoin humain. C'est un élan vital, comme je l'expliquais dans ce autre vidéo. L'intimité est là, la connaissance de l'autre. Dans l'amour romantique, on connaît l'autre, on se, on s'est donné des informations, on a connecté, on se sent en sécurité, en confiance, on s'est vulnérabilisé. Donc, le niveau 2 de la pyramide de Maslow, qui est la sécurité, va être atteint. Le niveau 3, l'amour également. Euh, et il y a le sentiment amoureux, puisque c'est la passion. Et l'intimité, il y a le sentiment amoureux. Donc, l'amour romantique est, euh, on peut dire que les couples qui vivent l'amour romantique vivent des grandes histoires d'amour et peuvent se définir comme des amoureux. Tandis que vous voyez ici l'amour intimité, c'est pas ce qu'on reconnaît de l'amour amoureux. Donc, oui, il y a une différence entre l'amour et le sentiment d'être amoureux, d'être dans un couple d'amoureux. Donc, quand on est dans l'amour amitié, on est en intimité, mais on n'est pas des amoureux. Quand on est en amour, amitié, il y a de l'engagement, il y a de l'amitié, on se sent en couple, mais est-ce qu'on se sent amoureux? Ben, habituellement, non, puisqu'il n'y a pas de passion. Il n'y a pas d'élan vers l'autre, il n'y a pas d'envie de l'autre, il n'y a pas d'envie d'être fusionné non plus physiquement avec l'autre. L'amour vide, l'engagement, est-ce que la personne peut se dire amoureuse dans un amour vide? Puis c'est pas du tout la définition d'un amour amoureux. Parce que c'est rationnel. On est ensemble pour des raisons rationnelles, pour des enfants, pour la maison, pour des sorties, pour des choses comme ça. Mais des choses, des humains, il y a quand même de la construction, mais je veux dire, c'est un amour vide, il n'y a pas de passion. Est-ce qu'on peut se dire amoureux quand il n'y a pas de passion?
C'est pas la définition en psychologie de l'amour amoureux. L'amour admiratif, c'est la passion plus l'engagement. Oui, on peut se sentir amoureux puisque on est passionné, on a une sexualité et une attirance, une envie de l'autre et dans l'engagement. On peut à ce moment-là avoir envie d'une ouverture et d'une connexion plus profonde qui n'arrive pas. Par exemple, il y a des gens qui ont été avec des bourreaux de travail, des gens qui sont euh, très, très intérieurs, très introvertis ou introvertis, fermés, beaucoup de travail, euh, avoir des traits qui vont faire en sorte que la connexion est plus difficile, là, ou les circonstances, et faire en sorte que la connexion peut arriver plus tard. Parce qu'il y a des amours qui se transforment. L'amour admiratif peut se transformer, évoluer vers un amour accompli parce qu'il manque le développement de l'intimité. Mais c'est pas exclu, là. Ils sont quand même bien partis. Ils ont l'engagement, ils ont la passion. Il manque l'intimité, l'ouverture, la vulnérabilité, la connexion. C'est tout ce qui manque d'un amour accompli et fait que l'amour va être branlant. Ça peut être difficile de se rendre, de perdurer dans le temps. Euh, c'est pas impossible, ça peut être difficile. Avec la base d'un amour admiratif, c'est quand même prometteur pour le développement de l'intimité. Quelqu'un qui commence avec une intimité, puis qui développe la passion et ensuite l'engagement, c'est sûr que c'est un chemin qui est plus facilitant peut-être, mais vous voyez, c'est pas exclu. C'est plus difficile de partir d'un amour fou à une intimité et l'engagement. Pourquoi? Parce que déjà, là, ici, c'est énorme. Parce que la passion qu'on parle dans l'amour accompli, c'est pas une passion folle. Donc, vous voyez, ça va être difficile d'arriver, de passer d'un amour fou à un amour accompli. D'un amour romantique, passion plus intimité, il manque juste l'engagement. Ben, comme l'amour admiratif, ça peut être plus facile d'arriver à développer un amour accompli. Dans l'amitié, aller vers l'amour accompli, il manque la passion et l'engagement. C'est pas impossible. C'est une bonne base. C'est une très bonne base. L'intimité. Ensuite, le développement de la passion, l'engagement. C'est une très bonne base. Tu es tout seul, lui, ici, là, mais c'est une très, très bonne base. L'amour, amitié, il manque la passion. Ça peut être plus difficile. Pour dans certaines circonstances, c'est peut-être explicable que la passion n'est pas arrivée avant l'engagement, mais ça peut être, ça peut être plus difficile que là où se trouve déjà la passion. Parce que la passion, c'est l'élan vital, c'est l'envie de l'autre. Donc, si à la base, on n'a pas l'envie de l'autre, ou on a dédain de l'autre, et qu'on s'engage dans, je parle physiquement, et qu'on s'engage dans un autre type d'amour par rapport à ça, c'est difficile d'aller vers la passion par après, là. C'est sûr que l'intimité et la passion, c'est c'est des sources intéressantes pour le développement. Donc, on peut voir en superposant ça qu'il y a des situations qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Il y a des situations où les gens, s'ils ne regardent pas dans la même direction, ça peut être plus difficile, comme l'amour vide même.
L'amour fou, c'est quelqu'un qui est dans l'amour fou, mais qui veut pas de connexion, il veut pas d'engagement. Lui, ce qu'il aime, ou elle, ce qu'elle aime, c'est vivre des amours fous, un après l'autre, et pas d'engagement, pas de connexion. C'est vraiment là la personne qui, euh, qui, euh, qui tombe en amour, on va dire, avec une personne qui est amoureux fou. Imaginez le choc que ça peut faire pour quelqu'un qui a un crush pour une personne qui est en amour fou, mais qui n'a pas l'intention du tout de s'engager. Ça peut être, ça peut faire mal. Pour ça, il y a des amours qui font mal parce qu'ils sont non alignés avec le regard de l'autre. Donc, à la base, savoir dans quoi on s'engage avec la personne, ça peut permettre un développement aligné. Sinon, ça peut faire mal. Parce que si on compare ici, OK, on va dire, mettons, monsieur est un amoureux romantique. Vous voyez? Lui, ce qu'il vise, c'est la passion plus l'intimité, mais il ne veut pas s'engager. Mais il vise la passion et l'intimité, sans engagement. Et madame est amour-amitié. C'est un exemple que je donne. Moi, monsieur, madame, j'ai pas inversé, c'est fictif. Euh, madame, elle veut un amour dans l'intimité et un engagement, mais elle ne veut pas de relation sexuelle. Hmm? C'est pas sa vision de l'amour qu'elle recherche. Elle ne veut que de l'intimité et de l'engagement. En réalité, elle veut marier son ami. Elle veut marier son ami et elle veut pas d'intimité. Et monsieur, il veut de l'intimité et il veut des relations sexuelles, mais il veut pas s'engager. La différence que ça peut faire si un couple s'engage avec ces lunettes-là, ensemble, sans se parler, et qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui assument que l'autre personne voit la même chose et qui regarde vers la même direction. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Par exemple, la personne ici, elle pourrait être en attente. Elle pourrait se dire, oh, mais madame, elle attend, monsieur, ça peut, importe. Euh, euh, le partenaire ou la partenaire attend d'avoir éventuellement des relations sexuelles et des rapprochements en se disant, ben, éventuellement, elle va en avoir. C'est sûr, on est un couple parce que c'est sa vision de l'amour, puis il prend ça pour acquis que le partenaire, éventuellement, va aller vers là. Donc, il se vulnérabilise, il s'ouvre, il se confie, et il investit dans la relation en intimité et en attente de la passion, tout en ne voulant pas du tout d'engagement. Mais madame, elle a fait comme monsieur, ils se sont vulnérabilisés, les deux personnes se sont investies dans la relation, ils ont développé la relation. Mais elle attend sa demande en mariage. Mais elle attend sa demande en mariage. Mais elle n'a pas du tout l'intention d'avoir des relations sexuelles. Et elle n'a pas du tout l'intention d'aller vers ça. Mais pour elle, un couple, c'est l'engagement et l'intimité. Mais monsieur, il attend. Il ne demande pas, il demande pas en mariage parce que lui, ou il y a demande. Il y a demande, il se dit oui, elle a parlé de mariage et elle a parlé de mariage. Donc, il se dit, bon, mais la passion va venir après le mariage. Le jour du mariage, je vais avoir ma première relation sexuelle et je vais découvrir la passion et pour le reste de ma vie, je vais avoir des relations sexuelles. Ça peut être madame qui parle ça aussi. Comme je vous dis, c'est fictif.
Ça pourrait être madame qui pense ça. Le jour de notre mariage, on va avoir des relations et on va vivre heureux. Et les gens ne se parlent pas, ils ne communiquent pas. Pourtant, ils ont été dans l'intimité. Ils se sont vulnérabilisés, se sont parlé de leur jeunesse, se sont parlé de toutes sortes de choses, ils se sont parlé de leurs défis, de ce qu'ils ont surmonté, de leur famille, des expériences, leur santé, des... ils se sont beaucoup vulnérabilisés, ils ont beaucoup investi, mais ils ne se sont pas parlé des vraies choses pour leur projet commun. Donc, monsieur, madame se marient et finalement, le partenaire qui attendait la passion apprend qu'il s'est engagé dans une relation où il ne connaîtra jamais la passion parce qu'il n'y avait pas d'envie de la part du partenaire, mais il ne savait pas. Parce que là où la partenaire lui a jamais dit qu'il n'y avait aucune envie, parce que c'est difficile à dire, ça. Donc, le sujet, vu que ça ne l'intéresse pas, fait juste l'ignorer et ignorer le besoin de l'autre. Ne pas aller valider avec l'autre si c'est important pour l'autre de vivre comme ça. C'est un exemple que j'ai donné ici, mais ça pourrait être la même chose ici, là. Vous voyez, on était dans l'amour, euh, excusez, passion et engagement, intimité et engagement, passion et intimité. Ici, il y a la passion et l'engagement. Comme ici, la personne, elle est dans la passion. Vous voyez là ce qu'on peut découvrir en observant ça, c'est que l'amour admiratif ne peut pas être possible avec un amour amitié. C'est impossible. Parce que l'amour admiratif veut de la passion. OK? Dans le développement de la relation, avant de s'engager, il y a de la passion. On imagine que la personne qui est dans un amour vide ne va pas aller vers la passion. Donc, quelqu'un qui est dans un amour admiratif, on peut imaginer qu'il commence par la passion. Donc, il y a des relations sexuelles. Il n'est pas dans l'intimité. Il n'y a pas d'intimité ici. Lui. Donc, il commence par la passion, des relations sexuelles, des rapprochements physiques et de l'attirance, de l'attraction. C'est de l'attraction. S'il n'y a pas de relation sexuelle, il y a beaucoup d'attraction. Okay? Ça peut ne pas être consommé avant l'engagement, mais c'est un amour attractif. Donc, ici, avec l'amour amitié, il n'y en a pas de passion. C'est de l'intimité. Mais lui, il n'y en a pas d'intimité. Donc, l'amour amitié ne peut pas rencontrer l'amour admiratif parce qu'il ne commence pas pareil. Ils vont finir engagés, mais ils ne commencent pas pareil. Si les deux personnes sont engagées et que, ben, vous voyez, si les deux personnes sont engagées, s'il y en a un qui développe l'intimité, l'autre doit développer l'intimité. Donc, ici, c'est incompatible. Oui, c'est pas possible. Ici, ça aurait pu être possible, l'amour admiratif avec l'amour romantique, parce que les deux peuvent commencer par la passion. Donc, ça peut être possible. Donc, je vais finir cette vidéo-ci avec l'amour, non, l'ancrage. C'était l'ancrage, je vais continuer, là. Bon, les frais. Le Big Five, je voulais venir, je vais rapetisser un petit peu ici, là. OK. Ici, le Big Five, c'est le névrosisme.
C'est la sensibilité à l'insécurité. Par rapport au développement de la relation, la conscienciosité, stabilité, prévisibilité, l'agréabilité, la douceur et l'apaisement. Quand on regarde les différents traits du Big Five et la relation en fonction de l'amour qui est développé chez les partenaires. L'amitié, l'intimité. Qu'est-ce que qu'est-ce qui permet ou qui facilite, en fait, tous les traits sont importants, là, mais dans les traits dominants qui peuvent faciliter un amour, amitié, l'intimité, ou le favoriser, disons. Quelqu'un qui veut seulement de l'amitié. Ben déjà, faut que parce que la chimie, l'envie de l'autre, ça fait pas partie des traits, là. C'est pas, on peut pas dire, il y a tel trait, il va avoir envie de l'autre. C'est quand même, là, il y a des, il y a de la chimie et de la connexion, de charme qui se, la sensibilité qu'on a pour l'autre qui vient compter énormément pour ce que deux personnes se retrouvent dans un amour amitié, se sont confiés, se sont connectés, ils se sont vulnérabilisés sans avoir envie de l'autre, sans vouloir s'engager. Seulement des amis. OK? Euh, ça prend des affinités. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'affinités dans les traits de personnalité qu'ils peuvent avoir, mais on ne peut pas expliquer exactement ce qui va, ce qui va favoriser l'amitié. On peut, on peut penser qu'il y a des traits qui sont quand même universels, comme la collaboration, l'empathie, la, je dis universel dans le sens que tout le monde est favorable à certains comportements. Quelqu'un qui a un neuroticisme, une gestion de ses émotions euh, équilibrée, stable, ça va être quelque chose de favorable pour tout le monde. Quelqu'un qui est collaboratif, c'est un plus pour tout le monde. C'est sûr qu'il y a des traits qui sont favorisants pour l'ensemble des personnes. Des affinités, par contre, les particularités, les points communs qui peuvent venir faire un déclic ou la curiosité, des fois le contraire s'attire aussi, là. L'amour, amitié, l'intimité et l'engagement. Si on pense à l'amour, amitié, l'amour, c'est difficile à expliquer. En partant, qu'est-ce qui nous attire de l'autre? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de l'autre? Ça peut être son sourire, son charme, sa voix, avoir beaucoup d'attirance physique, ses archétypes, quel type de personne il est. Il y a des gens qui vont être attirés. J'ai connu en fait des gens qui étaient attirés par des pilotes d'avion, euh, des, des, des gens en uniforme. Il y a des gens qui vont dire non, moi je suis vraiment attiré par des personnes très féminines, par certains tempéraments. Il y a des gens que le côté intellectuel, ça les, ça les attire beaucoup. Donc, il y en a d'autres, ça prend vraiment.
voir l'autre en mouvement, des sportifs, mais c'est souvent un sourire, un regard, une démarche, comment la personne a pu marcher, comment elle rit, entendre quelqu'un rire de loin, puis dire ah, c'est tellement le fun quand je l'entends. Euh, des fois, c'est difficile à expliquer parce que c'est dans l'air, comme on dit. Donc, ici, on parle d'amour, de théorie, de ce qui peut favoriser, mais des fois, c'est un sourire, une attention, une façon de porter attention à l'autre, d'aller prendre des nouvelles ou de développer une habitude. Il y a des gens, par exemple, qui vont prendre l'habitude d'aller croiser euh, une personne chaque matin pour lui dire combien ils sont contents de l'avoir, ou juste dire bonjour, on va faire un détour. Il y a toutes sortes de raisons. Des fois, il n'y en a pas, mais souvent, il y en a. Des fois, c'est la façon que quelqu'un va jouer avec son crayon ou va chantonner. Des petites habitudes comme ça, de l'unicité de la personne qui ne se calcule pas, juste parce que elle a une façon de ou une façon de porter attention aux autres. Le fait que, justement, dans l'amour admiratif, on peut admirer quelqu'un qui est serviable, puis qui, sa façon d'aller dire, ah, tu peux besoin de quelque chose, ou, tu sais, on voit la personne s'offrir, être attentionné, être réceptif, être humaine. Comment la personne a réagi avec les autres. Parce que souvent, on pense que ça se passe en one-one, mais dans l'observation avec les autres, souvent, il va y avoir des découvertes de gens discrets. On s'en rend pas compte. On peut observer des gens qui vont avoir des habitudes positives ou négatives qui vont faire en sorte que ça réveille quelque chose en nous. Et des fois, c'est l'amour. Donc, pour revenir aux traits de personnalité, c'est sûr qu'il y a des traits qui vont favoriser certains types d'amour. Par exemple, l'amour fou. Pour être dans l'amour fou, il y a des traits qui peuvent favoriser l'amour fou parce que c'est plutôt passionnel. Par exemple, dans les traits du Big Five, il y a l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme. Quand on pense à ce que c'est l'amour fou, puis là, je ne veux pas mettre d'étiquette à personne, seulement réfléchir à qu'est-ce qui peut favoriser l'élan de l'amour fou. Mais quelqu'un qui a une grande ouverture, ou une assez grande ouverture, puis là, même les gens qui ont une petite ouverture peuvent vivre l'amour fou, là, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais si on fait juste observer là, de façon générale, qu'est-ce que c'est le trait d'ouverture? On voit la curiosité dans le trait d'ouverture. L'exploration est dans le trait d'ouverture. Euh, L'imagination, c'est dans l'ouverture. Euh, L'aventure, l'esprit d'aventure. Donc, juste là, exploration, esprit d'aventure, curiosité, imagination, on a déjà des bonnes bases de ce qui peut alimenter et nourrir une passion. En général, une passion, là, différentes passions.
Ça peut être le voyage, ça peut être des sports, mais aussi l'amour. Donc, parce que dans l'amour fou, c'est souvent alimenté par l'imagination, la curiosité, l'ouverture à l'expérience, l'exploration. Vous voyez? Et si on combine ces aspects-là du trait d'ouverture avec une extraversion, quelqu'un qui n'est pas timide ou qui n'est pas. Puis là, la timidité, peut se retrouver autant chez les extravertis que les introvertis, là, dans différents contextes. Mais disons que quelqu'un qui est extraverti et qu'en plus qui est ouvert, l'extraversion, ça apporte des émotions positives au contact des autres. Donc, pour l'amour fou, on peut se dire que l'extraversion euh, peut être un trait qui favorise l'amour fou comparativement à quelqu'un qui est très introverti, par exemple. Si en plus c'est une personne qui est très agréable et qui a très peu de neuroticisme, qui n'est pas anxieux, qui est ouvert sans être anxieux et qui a beaucoup, beaucoup d'émotions positives, sans crainte, sans alarme de, de danger. Euh, et on sait que les gens qui ont des grandes ouvertures ont tendance à avoir un plus faible taux de conscienciosité et que les gens qui ont un haut niveau de conscienciosité ont tendance à avoir une ouverture plus basse. Euh, c'est euh, c'est ce qui en ressort, sauf que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir les deux élevés, mais on parle d'une tendance. Donc, si la personne a une grande ouverture, est moins consciencieuse, est très extravertie, est très agréable et n'a pas beaucoup d'alarmes de neuroticisme, ben, elle pourrait être dans les personnes qui pourraient avoir tendance à développer une passion, pas nécessairement un amour fou, mais une passion en général et un amour fou potentiellement. Donc, ça prend quand même une connexion, là. Puis là, je dis une connexion avec une autre personne qui est dans ce type d'amour fou-là, parce que sinon, c'est, c'est, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est pas nécessairement ces traits-là qui vont être spécifiquement comme ça, mais disons qu'on passe sur une base que des traits qui sont plus favorables euh, à à observer par rapport à si on met l'inverse, une personne qui a une ouverture très faible et un très haut niveau de conscienciosité un niveau de conscienciosité là, qui doit euh, savoir dans quoi il s'engage, etc. Et un faible niveau d'extraversion, qui est très peu extraverti et qui est très désagréable et qui a un autisme et de l'anxiété très élevé, ce serait étonnant qu'il soit dans l'amour fou passionné. Parce qu'une personne qui est qui vit beaucoup d'émotions négatives, qui est très anxieuse, qui est pas agréable, qui qui aime pas beaucoup le contact avec les autres, qui aime les choses bêtes debout, qui est très rigide et qui est fermée, ça serait très étonnant qu'une personne comme ça se retrouve dans une situation d'amour folle. Ça pourrait arriver, mais ça serait étonnant. Donc, l'exercice qu'on peut faire avec les traits de personnalité, ça peut être quand même intéressant d'observer les traits de personnalité en fonction de ce qu'on vit et de ce que, de façon, des scénarios qu'on peut imaginer avec ce qu'on connaît de l'amour romantique, l'amour amitié, etc. L'amour romantique.
justement l'amour qu'ils ont en commun avec l'amour fou passionnel. Vous voyez, la passion est là ici, là aussi, là. Que ce soit l'amour admiratif qui est souvent dans l'idéalisation. On peut voir aussi que dans l'ouverture, il y a l'imagination. Quand je parlais du trait d'ouverture tout à l'heure, et la passion. Ici, dans l'amour romantique, on retrouve aussi l'imagination et l'imagination dans l'ouverture. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la première dynamique, l'ancrage de ma série de vidéos où j'ai pu mettre des lentilles de certains traits de personnalité du Big Five. J'ai fait également des parallèles avec la pyramide de Maslow et la théorie de l'autodétermination pour la motivation humaine. La prochaine vidéo de ma série va être au sujet de l'appartenance, des dynamiques d'appartenance. Et je vais faire le même exercice avec le triangle de Stenberg. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.